Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. On va revenir sur la réélection d'Emmanuel Macron, les conséquences qu'elles peuvent avoir, peut-être aussi se projeter sur les élections législatives. Et pour parler de toute cette actualité, Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'université Paris-Saclay et vous êtes la co-créatrice et la responsable du site Electionscope. Electionscope, je le signale, avait donné au mois de janvier l'élection de Emmanuel Macron avec 58,4% des voix. C'est ça ? 58,6. 58,6. Précisément. C'est-à-dire exactement le résultat. Ce n'est pas des sondages, hein, c'est... Non, c'est un modèle scientifique. Modèle scientifique, voilà, absolument. Qui a été testé. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur et vous avez suivi évidemment cette élection oui. romanesque. Oui, tout à fait, tout à fait. Raphaël Matin-Duvillou, bonjour. Vous êtes maître de Patrice. conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en droit public. Bruno Millienne. Bonjour. Enchanté. Alors, on a failli faire un débat avec vous Oui, on a failli. la semaine dernière face à un représentant du RN et ils sont dégonflés, on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir, je ne sais pas. Ils disent que leur candidate avait été maltraitée par les médias. Alors, vous êtes député de Modem, de la 9e circonscription des Yvelines. C'est une circonscription intéressante parce que dans laquelle, dans des petits villages, Marine Le Pen fait des scores assez importants. Au premier tour, oui. Oui. Pas au deuxième, finalement. Ça m'a un petit peu rassuré. On est resté finalement sur l'étiage qu'on avait en 2017. C'est-à-dire c'est un peu les mêmes villages autour de Bonnières. Toute cette partie de ma circonscription qui était encore sur l'axe Seine et qui est toujours sur l'axe Seine et qui était très industrialisée et qui a été totalement désindustrialisée. Et depuis, le vote Rassemblement National percole. Alors, il y a une augmentation et elle est moins forte, enfin son score est moins fort qu'au plan national puisqu'elle a moins de 40% hein, dans votre circonscription. Non, mais ça, on a eu un petit coup au cœur quand on a vu les résultats du premier tour, parce que là, les fameuses petites pastilles bleues étaient très nombreuses sur le territoire, et finalement, ça s'est complètement inversé pour revenir à ce qu'on avait connu en 2017, finalement, sur la circonscription. Et Nicolas Landry, bonjour. Bonjour, Vous êtes Patrice. journaliste à TV78, et on va revenir avec vous, justement, sur ce qui se passe dans ce département. Mais peut-être on va d'abord commencer d'une façon générale avec ce retour sur une réélection. Alors, il faut rappeler que c'est une première dans l'histoire de la Ve République, la réélection d'un président qui exerce réellement le pouvoir, c'est-à-dire hors cohabitation. C'est la première depuis le quinquennat de réélection d'un président de la République. Et il faut rappeler quand même que Emmanuel Macron entame un deuxième mandat de président de la République à 44 ans. Ce qui est quand même assez étonnant. Si on se pose la question, à quoi est due cette réélection je ne sais pas, Véronique. À quoi c'est dû ? C'est dû tout d'abord peut-être à un duel qui a été longuement voulu par le président de la République, en considérant qu'effectivement il y avait beaucoup plus de chances de gagner une élection quand on sait qu'on est face à une candidate qui est plus dans le rejet. Donc on est sur un vote qui va aller dans un vote utile. Le rejet, le tout sauf Marine Le Pen a marché en 2017, il a à nouveau marché cette année, il ne faut pas se le cacher. Oui, il n'y a plus le front républicain totalement, comme on le disait. Le front républicain n'est plus là. Il y a un réflexe républicain. Voilà, il y a 8 points de moins, 66%, 58%, mais en même temps, il y a déjà donc, le côté un peu facile de la chose. Ça, c'est une chose. Et en même temps, on s'aperçoit quand même que pour donner de la puissance à cette élection et à ce résultat, pour considérer que Emmanuel Macron a véritablement gagné, je rappelle plusieurs éléments. Les sondages, tout d'abord, qui annonçaient que 2 Français sur 3 voulaient, entre guillemets, sortir le sortant. Donc, il n'y avait pas un élan particulier. Il y a l'atmosphère de dégagisme. Voilà, il y a cette atmosphère de dégagisme parce que candidat à sa façon aussi, anti-système, ni de droite ni de gauche, donc ça perdure. Il y a donc cet aspect-là. Il y a une popularité d'exécutif qui, alors vous parlez de nos modèles économétriques, pour en dire 2 mots ici, mais de façon très simple, on a calculé une tendance longue. Et il y a un seuil minimum pour la réélection. C'est-à-dire que le seuil, c'était 41%. 41% de popularité d'exécutif, c'est le minimum qui
entre autres éléments, peut garantir la réélection. Et donc là, Emmanuel Macron était 41, 42, mais vraiment sur le seuil du seuil, sur le minimum. Oui. Donc ça montre qu'il y a des éléments qui n'étaient pas a priori facilitateurs, c'est pas favorable, mais il a malgré tout réussi. Maintenant, bien évidemment, le premier et le deuxième tour, forcément, on a cette adhésion. Est-ce que c'est un vote d'adhésion? C'est la question que j'aurais posée. Voilà. C'est une question qui va se poser en effet. Mais je reviens, et je vais interroger peut-être Bruno Millienne là-dessus, sur quelque chose que vous dites. Vous dites c'est un duel qu'il a voulu, mais j'entends beaucoup cette phrase, mais c'est les Français qui ont voulu ce duel. Alors, qui ne voulaient pas, dans les sondages qui précédaient l'élection, ils disaient on ne veut pas d'un match retour, mais au fond, ça correspond quand même à une sociologie française. Même lui n'en voulait pas, parce que sa première élection, il avait dit si Marine Le Pen est en face de moi, c'est à cause de mes prédécesseurs qui l'ont amené là, et ce sera un échec dans 5 ans que je me retrouve avec le Front National. Bon, on peut considérer que là, il y a quand même un échec quelque part de sa part. Enfin, c'est des paroles. Mais c'est vrai qu'on argumente souvent en disant c'est un duel qu'il a voulu. Est-ce qu'on veut des choses? 3 éléments, si vous me permettez, par rapport à la légitimité ou pas du président de la République sur cette élection. D'abord, il y a sur ce quoi. Alors, il y a pas, moi, j'ai pas de souci, il n'y a pas de doute. Il y a d'autant moins de doute que je crois. J'ai un chiffre en tête. J'espère que je vais pas dire de bêtises sur ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour. 58% d'entre eux ont voté pour le projet. Et 42% contre Marine Le Pen. Donc ça assoit un petit peu plus la légitimité. Deuxième chose, est-ce que c'est nous qui avons installé le duel avec Marine Le Pen? Je peine à le croire, si vous me permettez l'expression, parce que oui, il y a eu cette forme de... Effectivement, on a mis en 2017 au pouvoir quelqu'un qui est sur un axe central, qui prône le ni droite ni gauche, ou le droite et gauche en même temps, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, moi, mon modem, c'est quelque chose qui me va très bien. Hein. François Bayrou l'avait tenté avant lui. Et du coup, on a pu voir au cours de ce quinquennat l'extrême fragilité des partis dits de gouvernement, le PS d'un côté, qui était déjà bien mal en point en 2017, et les Républicains derrière. Moi, j'ai vécu à l'Assemblée nationale 5 années de mandat où j'ai vu des choses quand même que je ne pensais pas voir au cours de la Ve République, voir le bloc des Républicains voter certains amendements ou certains textes en totale phase avec la France insoumise. On n'avait jamais vu ça. On n'imaginait pas, quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, qu'il y aurait cette espèce de regroupement, Rassemblement national mis à part, puisqu'ils n'avaient pas de groupe parlementaire. Hein. Ça joue aussi, il faut bien le signaler. Donc ils avaient moins de temps de parole que les autres. Il y a eu quand même un rassemblement total des oppositions contre Emmanuel Macron sur beaucoup de sujets, dont des sujets, si je prends les Républicains, qui étaient plutôt avec lesquels ils étaient plutôt d'accord. Ils étaient plutôt d'accord. Donc voilà, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Il y a un échec de notre part parce qu'on n'a pas su rassembler les Français, c'est sûr. Ça a porté le vote sur les extrêmes, mais pas que sur Marine Le Pen. Regardez le premier tour avec Jean-Luc Mélenchon. Personne ne s'attendait à le voir aussi haut que ça. Les sondages ne l'avaient pas prévu. Voilà. Donc oui, on a notre part de responsabilité, mais je pense qu'on ne peut pas endosser à nous seuls la responsabilité. Alors, ce qui est vrai, c'est que, Raphaël Matin-Duvillot, on peut dire, au fond, que Emmanuel Macron a réussi sa stratégie d'aller prendre un peu sur la droite et la gauche républicaine, puisqu'on voit les scores, j'allais dire pathétiques, qui ont été faits par Valérie Pécresse ou par Anne Hidalgo. Mais on peut dire aussi que, je ne sais pas, ce deuxième tour, il correspond, au fond, à une sociologie française, non ? C'est-à-dire qu'il y a une coupure de la France. Vous avez une France des métropoles, une France qui va plutôt bien, et une France plus rurale ou plus périphérique qui va plutôt mal. Oui, c'est vrai que les détails des sondages, des enquêtes d'opinion le montrent. Il est vrai que le vote Le Pen, et je vais mettre pour l'instant ensemble le vote Le Pen et Mélenchon, est plutôt caractérisé par un vote populaire, si vraiment on s'accroche aux enquêtes d'opinion, un vote populaire, peu diplômé, rural, effectivement périphérique. Et donc je pense que ce vote des extrême droite, extrême gauche, est le fruit d'une convergence, finalement, d'une sorte de colère, de frustration, d'un ensemble de revendications et d'une mauvaise perception aussi de l'offre politique. Je pense que ce vote-là est le fruit d'un constat, d'une mauvaise représentation. Ça, c'est très important. Les Français, en tout cas une partie des Français, ne se sentent plus concernés, ne se sentent plus représentés par le personnel politique. Ça, c'est un premier point. Et donc, ça génère des frustrations et donc un vote de colère, un vote d'extrême, de rejet. Après, le vote Macron, effectivement, classiquement, il est considéré comme un vote urbain,
aisés, diplômés. On le voit il y a des tableaux qui montrent ça très bien. On le voit en France et on le voit aussi dans les Yvelines, ce que vous dites, parce que finalement, dans le département des Yvelines, les zones urbaines et les grandes villes yvelinoises votent Emmanuel Macron. Les zones rurales plutôt aisées, comme la vallée de Chevreuse, la plaine de Versailles, autour de grandes villes, Rambouillet, Maule, là c'est plutôt un vote Macron. Mais dès lors qu'on s'approche de l'Eure-et-Loir et de l'Eure et de la vallée de Seine, où c'est un peu plus populaire, ouvrier parfois, au premier tour, Marine Le Pen, faut le dire, quand même faut le rappeler, arrive en tête à Flins et à Gargenville. Flins, c'est l'usine Renault de Flins. Au second tour, elle perd ces deux communes, elle n'est plus en tête dans ces deux communes-là. Et après, dès lors qu'on s'approche de l'Eure, dans les petits villages ruraux, Marine Le Pen est en tête. Vous savez que Jérôme, justement, en tant qu'économiste, vous avez étudié ça, justement. On voit bien, votre carte l'indique là, elle est un peu coupée, mais on parlait avant d'une banane bleue, c'est-à-dire de cet arc, de cette demi-arc de cercle. Et là, on a encore un morceau de la banane bleue qui montre la correspondance entre le vote Front National et ces zones où il y a un taux de chômage plus élevé que la moyenne, où il y a des difficultés économiques, etc. Et là, on a encore ça qui persiste. Et je crois que Marine Le Pen a fait son meilleur score, son seul score régional où elle est en tête, c'est en région PACA. Donc on a vraiment des éléments de la sociologie, de la socio-économie. Elle n'a pas qu'à aussi. Je parle des régions. Oui, peut-être pas les Hauts-de-France, oui. Voilà. Mais donc il y a bien ce lien. Et après, on pourrait même ajouter l'insécurité, le sentiment d'insécurité qui est corrélé avec le fort taux de chômage, qui est corrélé avec tous ces aspects. Donc là, ça peut s'expliquer. Et quand je disais tout à l'heure, Emmanuel Macron a voulu ce duel, enfin, je me suis mal exprimé, c'est un peu rapide. On est bien d'accord. Mais vous avez raison. Parce que mais a priori, c'est vrai que cette France coupée en deux, elle persiste. Et c'est ainsi qu'elle a pu le mieux s'exprimer. On annonçait aussi un fort taux d'abstention, qui s'est révélé d'ailleurs exact. Un taux d'abstention important. Et donc, normalement, les électeurs qui vont voter, c'est qu'ils ont, ils sont dans une asymétrie du blâme. Ils vont voter plus, en termes relatifs, ils vont voter plus pour revendiquer, pour réclamer, pour exprimer une colère, que pour dire on est satisfait. On a très peu évoqué le bilan du sortant. On a très peu évoqué les bons points. On n'a pas entendu, très bizarrement, on n'a pas entendu un électeur LREM dire le bilan d'Emmanuel Macron me motive, m'incite à aller voter pour Macron. Par contre, dans l'opposition, dans les oppositions, c'est cette colère, c'est le fait d'un bilan qui n'est pas à la hauteur des attentes, qui justifie et qui fait qu'il y a cette incitation à aller voter, cette motivation à aller voter. Donc je pense que c'est sur cette... Sur le bilan, dans les meetings qu'il a fait, Emmanuel Macron, il y a cette phrase, on l'a fait, vous l'avez suivi, lui, il défendait quand même son bilan. Le drôle de paradoxe, c'est qu'il y avait quand même un bilan, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Oui, il y a quand même un bilan, gestion de la crise. Il y a quand même un bilan qui n'est pas négatif, à mon sens. D'abord, le président a quand même été élu sur un projet en 2017, il arrivait, on va dire, quasi de nulle part avec un projet. Il a été élu sur ce projet et son projet, il l'a réalisé ou il est en cours de réalisation à 76%. Je crois qu'on n'a pas vu ça lors des derniers quinquennats depuis très très longtemps. Ça, c'est la première chose. Donc certains des Français peuvent dire oui, il n'a pas fait le job, mais il a fait... Non, mais certains des Français, je ne dis pas que c'est vous, mais il a fait le job pour lequel il a été élu à 76%. Malgré la pandémie, malgré les gilets jaunes et malgré la guerre maintenant qu'on a au port de l'Europe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur l'aspect social. Alors, on n'est très certainement pas allé suffisamment loin, mais quand on regarde tout ce qui touche au vrai quotidien des Français, que les Français, certains ont oublié, je vous prends juste un exemple qui pour moi était quelque chose de très important, les familles monoparentales, la plupart du temps des femmes, le fait de pouvoir récupérer sa pension alimentaire directement par la CAF, et c'est l'État qui se charge du conjoint qui ne la paye pas, eh bien ça, je peux vous dire que pour le quotidien de toutes ces femmes qui sont en difficulté par rapport à cet aspect-là, c'est très important. Mais il y a eu plein de petites choses. Il n'y a pas eu une grosse réforme, à part la réforme du travail, la réforme de l'assurance chômage, mais il n'y a pas eu de grosses réformes sociales. Il n'y a pas eu la retraite, il y a eu notamment, plein de petites choses sociales qui ont été faites, l'augmentation des minima sociaux, tout ça, ça a été fait. Quand vous faites le listing, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et moi, j'ai un peu l'impression, alors je ne vais pas me faire que des amis, que gâteau avalé n'a plus de saveur. Mais complètement. Voilà. Non, mais vous dites vrai, parce que quand on regarde les sondages et quand on regarde ce qu'on appelle l'état de grâce, cette période de honeymoon tout juste élu, normalement, le président doit bénéficier d'une majorité. Était très courte, 3 mois.
la plus courte de toute la cinquième. Et on voit bien qu'il y a un côté un peu... l'électeur reçoit, mais il ne va pas récompenser. Et dans les indices de popularité, on l'a vu très vite. Donc finalement, les réformes ont été mises en route, mais les prédécesseurs ont fait la même chose. Ils essayent de lancer les réformes, mais ça ne se retrouve pas dans un état de grâce qui aurait dû être confortable, qui doit permettre de faire plus encore. Parce que l'état de grâce, ça signifie que le nombre des satisfaits dépasse le nombre des mécontents. Donc quand vous avez 60% de satisfaits, 40% de mécontents, vous avez les marges de manœuvre nécessaires pour mettre en place les réformes qui font mal, qui vont demander à déstocker de la réputation, déstocker. Là, quand vous n'avez pas ce stock et cette liberté de manœuvre, vous êtes déjà un petit peu plus contraint sur vos ambitions de réforme. Si vous ajoutez ce que vous nous dites, que l'électeur finalement se dit, finalement c'est une bonne récompense, c'est normal, il n'en tient pas bénéfice à l'exécutif, ça rajoute encore ce sentiment. Mais c'est vrai, et on peut penser aussi que lors d'une réélection, l'état de grâce est encore moins là, il n'y aura peut-être pas. Il n'y aura peut-être pas. Là, il n'y aura pas d'état de grâce. Peut-être pas. Alors, ça pose d'ailleurs un problème qu'on peut aborder tout de suite, qui est celui des institutions. C'est-à-dire que... une fois élu, alors évidemment, un président est élu, il a été élu avec 58,6%, bon, assez largement comme ça, mais une fois élu, il est quand même ramené à l'étiage de ce qu'il a eu au premier tour, c'est-à-dire un peu moins de 30%. Et quand vous avez un peu moins de 30%, vous avez quand même 70% des gens qui sont contre vous dès que vous appliquez votre politique. Ça, c'est un vrai problème. C'est tout pour tous les présidents de la République de la 5e, ça a été comme ça. Absolument. En revanche, on parlait de représentativité, c'est vous qui parliez tout à l'heure. Il est impératif sur ce mandat-là qu'on change les choses en termes de représentativité. Absolument. Vous le savez. D'où la proportionnelle. Nous, on est des fervents partisans de la proportionnelle parce que je ne crois pas, encore une fois, pour avoir vécu ce mandat au Palais Bourbon, je ne crois pas qu'un Parlement fort, c'est-à-dire où il n'y a pas forcément une majorité pléthorique qui se dégage comme ça a été le cas du premier quinquennat, je pense qu'un Parlement doit être fort, rend de facto le gouvernement fort par la voie effectivement des débats démocratiques et rend le président encore plus fort. Donc on n'a pas à avoir peur de la proportionnelle. Et d'ailleurs, ceux qui en ont le plus peur... Mais ce sera sans doute une autre façon de gouverner. Il va falloir faire des alliances, il va trouver des majorités d'idées. On part du principe qui a amené Emmanuel Macron finalement au pouvoir de dire une idée est bonne parce qu'elle est bonne, pas parce qu'elle vient de la droite ou de la gauche, mais parce qu'elle s'applique à la réalité de la société française et à la réalité du moment. Eh bien, on ne doit pas avoir peur de ça. On ne doit pas avoir peur de la proportionnelle. On ne doit pas avoir peur de que sur certains textes, il y ait des coalitions qui se passent au sein du Palais Bourbon pour amender le texte, l'améliorer et en faire un texte plus fort encore pour les citoyens. Et je reviens à ce que vous disiez, c'est-à-dire ce que vous avez, votre expérience, c'est-à-dire que vous avez vu le groupe LR s'allier avec LFI, par exemple. Mais si on peut supposer que même sur une réforme de la retraite, même si LR est plutôt d'accord avec ça, ils peuvent voter tout à fait contre. Les mécontents deviennent plus nombreux. Quoi. Et ça a été le cas pendant. Ça a été le cas. Ça a été le cas. C'est un problème. Ça pose un problème, d'applicabilité des réformes et de démocratie. C'est vrai, vous êtes favorable d'ailleurs, Raphaël, à la proportionnelle. Alors, je suis favorable depuis peu. Vous êtes converti. Je suis converti. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand j'étais étudiant et même quand j'étais dans le début de mes enseignements, j'étais farouchement favorable au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Et progressivement, depuis qui donne la stabilité. Qui donne la stabilité, qui donne une force au gouvernement et donc au chef de l'État si les majorités sont concordantes. Mais progressivement, je me suis aperçu, depuis 3-4 ans en réalité, qu'il y avait, ce que vous venez de dire, dans la société française, mais depuis un certain nombre d'années en réalité, un déficit d'acceptabilité du résultat démocratique d'une part, et d'acceptabilité de la décision politique, de la décision du gouvernant. Et il faut trouver des nouveaux outils qui permettent justement aux citoyens, aux Français, de s'emparer de la décision publique, de s'emparer du processus décisionnel et d'accepter. Je pense que l'un des mots le plus important, c'est l'acceptation du résultat démocratique. Et donc la proportionnelle, vous venez de le dire absolument, je suis d'accord avec vous, la proportionnelle, finalement, on ne doit plus en avoir peur. Je pense que le compromis, la négociation permettra malgré tout de se retrouver sur un certain nombre de sujets essentiels qui feront peut-être pas consensus, mais en tout cas des sujets importants. Et à charge pour le gouvernement d'essayer de trouver à droite, à gauche, au centre les forces qui lui permettront justement de mener à bien cette réforme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a une perte
de leadership, d'autorité. On a vu des grands présidents avec une autorité, Pompidou, Giscard, Mitterrand, De Gaulle. Aujourd'hui, le personnel politique est moins, si vous voulez, moins charismatique. Et donc, il a besoin... C'est peut-être une des raisons de la réélection d'Emmanuel Macron. Je peux poser... Vous êtes la plus grande langue de hyper de cette table, donc... Non, mais c'est vrai qu'il y a une faiblesse, non? Est-ce qu'il n'y avait pas une faiblesse de la concurrence? Quand on voit le débat avec Marine Le Pen, au bout de 3 minutes, on voit bien qu'elle n'est pas forcément à la hauteur. Il n'y avait pas photo, ça c'est sûr. Et il y a des gens qui se présentent... On a l'impression quand même que n'importe qui peut se présenter aujourd'hui à l'élection présidentielle avec l'idée de dire « moi je peux être président ». Absolument, présidente. Absolument. Mais c'est le drame induit par les primaires. C'est-à-dire que déjà, cette première élection où des gens, des militants ou apparentés à un certain militantisme votent pour quelqu'un sans aucune vision de se dire « Ah oui, mais la personne pour laquelle on va voter, est-ce qu'elle pourra faire face au président Macron? Est-ce qu'elle pourra faire face à un candidat intelligent du Parti Socialiste? Non, c'est pas possible. » Donc on a des candidats, c'est une sorte de nivellement par le bas. J'ai listé 74, vous avez Mitterrand, Giscard, Chaban, c'est-à-dire deux qui seront présidents de la République, un Premier ministre. 81, vous avez 3 présidents de la République, Mitterrand, Giscard, Chirac. Enfin, alors je peux multiplier après Jospin, etc. Bon, s'ajoute à ça c'est vrai que ça. Non, mais c'est vrai que ça. Ce problème des primaires, qui débouche vraiment sur des. Le problème des primaires, il vient de l'absence du leadership. Sur des candidats. Naturel. Oui, parce que ce qu'on disait la dernière fois, je veux dire, les seuls partis qui ont un candidat qui n'ont bien évidemment pas mes faveurs, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est des partis qui n'ont pas organisé de primaire. Encore une fois, on n'imagine pas Mélenchon dire tiens, si on faisait une primaire pour savoir si je suis la bonne personne. On n'imagine pas Le Pen dire tiens, on va faire une primaire, tiens, Jordan, est-ce que tu veux te battre contre moi dans une cour d'école de c'est ridicule. Il y a des personnes en place. Imaginons quand ils vont se retirer, est-ce qu'il va y avoir des primaires qui vont être organisées? Parce qu'ils vont s'organiser, mais quand on voit, c'est tout à fait consternant quand on voit au Parti Socialiste, et là je ne parle même pas des idées, mais sur la façon dont ils ont organisé cette primaire, je veux dire, qui n'existait pas d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui voit de la lumière, mais on avait un peu le cas aussi avec Xavier Bertrand, qui tout d'un coup dit tiens, oh oui, je me verrais bien président, allez, je me présente, il court-circuite tout le monde. Anne Hidalgo qui se sont poussés des ailes à cause de sa capacité à embouteiller Paris, se dit ah bah je pourrais peut-être embouteiller la France, allez on y va, je me présente. Et également, il avait dit je voudrais faire en France ce que j'ai fait à Paris. Non, mais c'est le meilleur argument. Non, mais on a vu le résultat. Non, et tout le monde dit jamais le vainqueur en fait. Que ce soit en France ou aux États-Unis, rarement la primaire. Ça a marché une fois avec Hollande. Ça a marché une fois avec Hollande à cette réserve près qu'il a quand même donné des clés du parti à Martine Aubry et que donc il a eu des frondeurs contre lui qui l'ont empêché de gouverner. Donc en réalité ça n'a pas vraiment marché. Nicolas, sur les primaires, c'est comme on le disait déjà, et Vincent Couronne le répétait lors de la dernière émission, c'est que c'est un système à la base américain qu'on a importé en France et ça marche aux États-Unis parce que c'est historiquement, c'est le système qui est comme ça, c'est culturel et c'est depuis le début des institutions américaines comme ça. En France, ça ne marche pas. Cependant, à voir comment le RN et la France Insoumise vont désigner un candidat aux prochaines présidentielles une fois qu'il n'y aura plus de leader historique. Quoi. Je ne peux pas faire l'exégèse du Front National, mais je pense que Bardella a tout à fait les capacités et il sera plutôt supérieur à Marine Le Pen et en débat et intellectuellement. C'est en tout cas le seul nom qu'elle a cité dans son discours de dimanche, ce qui est quand même un signe. C'est le seul nom qui ressort pour l'instant. Et pour l'instant, il y a de dauphin nulle part. Personne ne veut de mettre de dauphin, pas plus Mélenchon que Bien sûr. Et tout dépend de qui incarnera le leadership. Ensuite, c'est une question de leadership dans un parti. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je pense que ça s'organise dans les deux partis extrêmes. Et ils ont bien raison de le faire parce que ce qu'on s'aperçoit, les effondrements des partis dits de gouvernement, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas su préparer la suite. À l'issue de la défaite de Nicolas Sarkozy, il n'y a personne qui a été soutenu par l'ensemble du parti, pour
avancer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je suis désolé de le dire aussi brutalement, mais certains qui sont partis de chez les LR, mais comme certains qui sont partis du PS, disent tous la même chose. On a arrêté de bosser. On a arrêté de produire des idées. On s'est contenté de suivre l'électorat. Or, un homme politique ou une femme politique qui veut se présenter à la présidence, il n'est pas là pour suivre l'électorat, il est là pour entraîner l'électorat. Il n'y a plus de courroie d'entraînement au PS, il n'y a plus de courroie d'entraînement à LR. C'est là où il faut qu'il se pose des questions. Je ne dis pas qu'il y a une courroie d'entraînement qui marche super bien forcément chez Emmanuel Macron. Ce quinquennat-là devra prouver qu'elle existe. C'est-à-dire qu'on devra faire effectivement des choses qu'on n'a pas pu faire pendant les 5 ans. C'était toute la partie sociale un peu plus forte que ce qui était prévu au début de son premier quinquennat et qui a été un peu empêché, on va le dire, par les crises. Mais là, il va falloir, sur ce quinquennat, qu'il arrive à rassembler et qu'il fasse des mesures qui fassent que les gens qui sont tout en bas se sentent considérés. Et je vais juste un petit point sur le rural et les territoires et les urbains. Ça fait quand même... Moi, j'entends parler de ça depuis 40 ans. On métropolise tout, pas seulement l'économie. La culture, le sport, tout ce que vous voulez est métropolisé. Et on a dit aux territoires qui ne sont pas dans les métropoles, on a dit, vous inquiétez pas, va y avoir un ressac, vous allez en bénéficier à un moment ou un autre. Or, Or, le ressac, personne ne le voit venir. Ce qui change un petit peu la donne, là, aujourd'hui, sur le plan de relance, c'est que les projets qui sont portés en priorité par le gouvernement sont les projets qui s'installent sur les territoires. Le but, c'est quoi ? C'est que les gens travaillent et vivent au même endroit. Ou dans un rayon, on va dire, de 10, 15, 20 kilomètres, mais pas à avoir comme on le voit en Ile-de-France. Moi, sur ma circonscription, je le vois bien, les gens se tapent 100 bornes par jour. Ils le font en voiture, parce que je suis désolé. Parce qu'il n'y a pas de moyens de faire autrement. Oui, les transports en commun ne fonctionnent pas bien, on ne va pas me dire le contraire. La ligne J, la ligne N, etc., on n'en parle pas parce que c'est des lignes catastrophiques. Et donc, vous rajoutez à un sentiment d'exclusion parce que vous êtes obligé d'aller à la capitale pour bosser et puis des fois vous avez des boulots qui sont pas terribles. Deuxième exclusion, vous faites quand même 100 bornes par jour simplement pour aller gagner des fois des clopinettes. Juste un point sur ce que vous dites. Quand on voit le parti Les Républicains et le parti Socialiste, finalement, aujourd'hui, quel est l'espace politique dans lequel ils peuvent se placer ? Parce que vous dites qu'ils n'avancent pas d'idées, mais avancer des idées sans reproduire ce que fait Emmanuel Macron ou ce que font les extrêmes, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'était sur la première chose. Non, mais et la deuxième chose, pour rebondir sur ruraux et territoires, moi je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a définitivement aboli le clivage gauche-droite pour mettre un clivage plutôt mondialisation contre nationaliste. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est les politistes, dans leurs analyses, les politistes depuis plusieurs années déjà prédisent la fin du clivage gauche-droite et plutôt un clivage entre nationalistes, mondialistes, d'un côté sur une ligne horizontale et une ligne verticale où il y a plutôt liberté en bas et égalité en haut, et les partis politiques aussi dans ce cadran. Donc, enfin voilà, c'est une analyse sur la fin du clivage gauche-droite définitif. Le clivage gauche-droite correspondait plus tout à fait à la sociologie française. Mais on a commencé à aborder la deuxième question, c'est-à-dire comment, qui est essentielle maintenant, c'est comment gouverner. Et je reviens à ce que vous disiez sur le manque d'idées. C'est vrai que quand on voit, par exemple, Anne Hidalgo arrivait à la présidentielle, mais on sentait qu'elle n'avait pas un début de commencement d'idée de programme, par exemple. C'était terrible. Pas la moindre, oui. Alors ils ont dit, comme ça on va doubler le salaire des enseignants. Très bien. Il y a quand même 2 entrées en campagne, moi, qui m'ont terrifié, en me disant, mais franchement, c'est laisser la part belle, finalement, au programme de rupture des extrémistes, qui, eux, peuvent aussi économiquement dire des choses qui ne sont pas tenables, mais qui ont un vrai programme de rupture, pour le coup. Qu'on l'accepte ou pas, c'est un vrai programme de rupture. Et les partis dits de gouvernement, enfin Hidalgo qui rentre en campagne en disant on va doubler le salaire des profs, elle sait qu'économiquement c'est pas possible. De l'autre côté, Valérie Pécresse qui rentre, je crois qu'elle est rentrée avec la territorialisation des peines, c'est-à-dire que vous allez prendre plus cher si vous commettez un délit au Mureau qu'à Neuilly. Moi je lui garantis une chose, c'est que ceux qui font des délits, ils vont peut-être aller plutôt à Neuilly du coup, puisque les peines seront moins lourdes qu'au Mureau, puis ils gagneront peut-être un petit peu plus dans leurs méfaits. Mais voilà, on ne peut pas partir en campagne en racontant des choses comme ça, c'est catastrophique. On a l'impression qu'il y a une impréparation totale quand même, c'est terrible. Ben oui, mais je ne comprends même pas qu'on puisse avancer ces idées-là. Pour répondre sur la droite, après, je sais que je parle, pour répondre sur la droite et la gauche de gouvernement. On l'a bien vu à l'Assemblée nationale, il y a
sur les textes importants qu'on a votés, nous on avait l'habitude de dire si la droite râle et que l'extrême gauche râle, c'est que nous on est au milieu, c'est pas si mal que ça. Ok, il n'est pas large. Il y a un petit espace pour pousser un peu plus fort ce qu'est la droite, alors pas forcément le côté droite identitaire, mais même au niveau économique, même au niveau des retraites, par exemple, quand il y a eu la réforme des retraites. Et pareil au PS. Mais ils ne se sont pas emparés de ça, du petit plus qui ferait la différence chez eux par rapport à un axe central. Ils se sont un peu, je suis désolé de le dire, moi je considère qu'ils se sont un peu noyés, tout seuls. Alors après, ils sont rentrés dans « je tape sur Macron, ça va me rapporter ». Voilà. Véronique Jérôme, justement, vous parliez tout à l'heure de cette coupure de la France. L'un des premiers travaux à effectuer, c'est justement peut-être d'essayer de recoudre un peu les morceaux. Alors, il y a des intentions, mais moi j'ai pour habitude de dire que on ne décrète pas. On ne décrète pas un taux de croissance, on ne décrète pas un taux de chômage. Le pouvoir en place ne peut pas décréter, il peut juste donner des incitations. Il ne peut pas dire, voilà, ça va mieux, je vous le garantis. Et il y a un autre point, pour revenir en 2 mots simplement, sur ce qu'on disait concernant les programmes. Je crois qu'il y a 2 types d'hommes politiques. Alors je ne vais pas caractériser, mais il y a 2 types d'hommes politiques. Il y a l'homme politique qui veut à tout prix gagner les élections. Il va faire un programme pour gagner les élections. Et ça s'arrête là. Et puis il y a le politique qui croit en ses valeurs et dans les réformes qu'il a envie de mettre en place, et il propose un programme qu'il mettra en place une fois qu'il aura gagné les élections. C'est-à-dire que gagner les élections, c'est le moyen de mettre en place son programme. Il y croit. C'est pour ça que parfois on a cette impression que ceux qui ne croient pas vraiment en leur programme, ils le font uniquement comme ça, c'est à court terme, pour gagner l'élection, pour avoir les voix. Après, il y a cet aspect-là. Vous avez raison, et c'est d'ailleurs ce qui est une des difficultés de l'élection sous la Ve République au suffrage universel, c'est que si on est raisonnable et modéré, on a moins de chances d'être entendu quand on fait un programme. Si on met du sang et des larmes, parce que finalement, voilà. Il n'y a pas de juste milieu. Donc il faut à la fois. C'est compliqué d'avoir le juste milieu, justement. Il faut à la fois considérer l'électeur en tant qu'individu rationnel. Alors, la rationalité de l'électeur est limitée. On dit qu'il est myope, qu'il voit à très court terme. Il va s'attacher à ce qui a été fait à court terme. Il ne se projette pas sur le long terme. Mais il y a quand même, dans les électeurs, il y a des parents qui ont des enfants. Il y a un lien intergénérationnel. On ne peut pas dire « je vais accepter du quoi qu'il en coûte à nouveau remis sur la table » et puis ceux qui paieront la facture, ce seront les enfants de mes enfants. Donc là, il y a quand même des considérations qui doivent mettre en lumière les programmes, qui doivent éclairer les programmes à l'aune de la rigueur économique, et même l'électeur qui n'a pas fait 10 ans d'analyse économique ou qui n'a pas un doctorat en économie, il est capable de voir si les choses vont moins bien ou pas. Il regarde le taux de chômage et là à mettre au crédit, au bénéfice, il y a un résultat. On était à 9 et on est à 7,4. C'est très intéressant parce que, en effet, c'est la première fois. Enfin, toutes les élections présidentielles, en gros, se sont jouées sur le taux de chômage, en gros. Et cette fois, alors que le taux de chômage baissait, ça s'est joué sur autre chose, sur l'identité, sur d'autres problèmes. Parce qu'il y a la symétrie du blâme. C'est-à-dire que comme ça va mieux, on est passé à autre chose. Oui, on est passé à autre chose. En même temps, il y a 2 points. Il y a le taux de chômage a évolué à la baisse, mais je parlais du quoi qu'il en coûte. On a quand même une politique, on va dire les mots crûment, keynésienne. Donc on relance, il fallait bien soutenir l'économie, donc il y a une relance très forte. Donc la relance, forcément, puisqu'en France la relance est fondée sur la consommation, donc on soutient la consommation et donc on agit sur le chômage à la baisse, c'est tout à fait, ce qu'on observait est tout à fait normal. Après, est-ce qu'on s'est attaqué aux structures? Certainement pas, on est dans du conjoncturel. Les politiques keynésiennes, c'est du court terme, c'est du conjoncturel. Ça marche à court terme, c'est très bien. Keynes n'avait rien dit d'autre, ces mesures doivent être efficaces à court terme. Si c'est pas efficace à court terme, ce qu'ont fait les gouvernements précédents, c'est qu'on remet sur la table les mêmes politiques et elles n'ont pas d'efficacité. On refait les mêmes dépenses et on creuse le déficit, on creuse la dette et on ajoute du problème au problème. C'est là où est le problème. C'est que ici, on a finalement, je dirais, une accalmie de courte durée sur le plan du chômage. Ça, c'est un point. Et puis, puisqu'on regardait plus le chômage, grâce à l'opposition, et Marine Le Pen a très bien compris, elle a mis en avant quoi? Le pouvoir d'achat depuis très tôt dans sa campagne. Qui était d'ailleurs la préoccupation première des Français dans les sondages. Si vous regardez, mais qui peut refuser entre avoir plus ou moins de chocolat, plus ou moins de pouvoir d'achat? Forcément, on ne va pas dire non. Donc les lecteurs, il arrive un moment où il faut lui parler non pas comme un enfant, mais il faut lui parler comme une personne raisonnable, en lui disant si on dépense plus, la facture se paiera bien. Enfin, un président de la République, François Hollande, pour ne pas le citer, avait un jour échappé cette phrase à une dame qui lui disait mais les transports publics, etc. Il lui dit mais madame, c'est l'État qui paye. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Mais l'État, c'est moi. L'État, ce sont tous les contribuables. Voilà, c'est l'État qui paye. Un président de la République.
Et donc là, c'est pas rationnel. Il faut pas infantiliser les Sur le électeurs. pouvoir d'achat, c'est quand même une préoccupation des Français qui est devenue prioritaire du fait d'une situation aussi conjoncturelle, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, ça a fait augmenter les prix. Il y a aussi une politique monétaire qui a conduit à une certaine inflation structurelle ou conjoncturelle. On ne sait pas, on va voir comment ça... On espère qu'elle va être conjoncturelle. Oui, parce que, pour l'instant, les taux d'intérêt restent négatifs. Donc pour la dette, pour la Oui, pour l'instant, ça reste... Donc, il y a eu aussi des mesures qui ont été proposées au pouvoir d'achat parce qu'il y avait en face une conjoncture défavorable en termes d'augmentation des prix. Oui. On a un souci en France, on le voit depuis plusieurs années, c'est qu'on arrive à un certain seuil de salaire, un plafond, aux alentours je parle en net, aux alentours entre 2000 et 2400 euros net à peu près, que les entreprises ont du mal à franchir. Bon. Ça, il faut qu'on aille vers le résoudre, parce que toutes les annonces qui ont été faites, je vais augmenter les salaires de 10%. Alors oui, l'État peut faire quelque chose, on l'a bien fait. Mais c'est pas l'État qui a augmenté les salaires. C'est pas l'État qui a augmenté les salaires. On l'a fait en Macron dit à Le Pen au débat, c'est pas vous qui allez décider. C'est ce qu'on a dit aussi à Valérie Pécresse. Vous pouvez aller jusqu'à 3%, les deux l'avaient, mais au-delà, ça dépend des entreprises. Et une entreprise, il faut quand même qu'elle dégage des marges pour pouvoir effectivement augmenter les salaires. Mais on arrive, et pourtant Dieu sait si on a baissé les charges sur les entreprises, on arrive quand même à un niveau où c'est compliqué pour les entreprises d'aller au-delà. Donc le SMIC mécaniquement augmente, au-dessus de 2400 euros, ça n'augmente plus, en tout cas pas dans les mêmes proportions, et là on se retrouve avec des gens qui ont peur du déclassement. Donc il faut absolument inciter les entreprises à redistribuer, pas par le salaire. Alors malheureusement, quand on dit pas par le salaire, c'est dommage, mais c'est vrai qu'elles ont du mal à le faire ça, d'où l'idée... D'où des primes. D'où l'idée du... Enfin, on revient un petit peu sur ce qu'avait dit un petit peu Nicolas Sarkozy, un tiers, un tiers pour les actionnaires, un tiers pour l'investissement et un tiers pour les salariés. Imposer aux entreprises qui distribuent des dividendes d'en distribuer aux salariés, c'est une bonne réponse au pouvoir d'achat, que j'appelle plus le reste à charge, parce que le pouvoir d'achat a malgré tout factuellement augmenté, pas suffisamment par rapport aux dépenses, c'est clair, donc c'est un reste à charge qui est trop important. Et puis pour les petites entreprises qui ne versent pas de dividendes mais qui peuvent faire dégager des bénéfices, le triplement de la prime Macron, je ne suis pas en train de vendre le programme, mais on n'a pas d'autre solution aujourd'hui. Oui, mais honnêtement, on n'a pas d'autre solution aujourd'hui pour redistribuer l'argent produit par les chefs d'entreprise et leurs salariés. Oui, mais quand Véronique vous dit que finalement, le quoi qu'il en coûte, vous augmentez quand même les dépenses publiques par rapport... Donc, qu'est-ce que vous répondez quand Véronique vous dit que finalement, on ne pourra plus... Alors, rester sur le quoi qu'il en coûte, il va falloir baisser les dépenses publiques. Si on regarde très exactement ce qui s'est passé jusqu'à la pandémie, on avait commencé un petit peu à rembourser la dette, à baisser la dette. Et pour autant, on avait libéré l'entreprise et on avait quand même fait pas mal d'augmentations, notamment des minima sociaux. Donc on avait dépensé de l'argent. Mais cet argent dépensé, c'est vrai, revient après dans l'économie d'une manière. Là, effectivement, on va demander aux entreprises finalement de faire une partie du job qu'elles auraient dû faire déjà depuis... Enfin, qu'elles auraient dû faire, je n'ai pas de leçon à leur donner, mais si on veut que la société aille bien, ce fameux plafond de verre dans les salaires, il faut arriver à le dépasser, il faut tirer tout vers le haut, et il n'y a que les entrepreneurs qui peuvent le faire. Les salaires sont relativement bas en France. Nous notre boulot, ça a été de baisser leurs charges considérablement. Maintenant, effectivement, on va leur demander que ça rééquilibre un peu. Donc oui, on va faire encore un petit peu de dette, je pense, dans les années qui viennent, parce qu'il y a un soutien nécessaire pour ceux qui sont au plus bas de l'échelle, parce que ces gens-là, on ne peut pas les laisser honnêtement sur le bord de la route, il faut qu'on les aide. On reprend l'histoire du RSA qui a été très mal expliquée. Le RSA, les 15 ou 20 heures qu'on va demander aux bénéficiaires du RSA, c'est pas pour travailler gratuitement. C'est simplement pour qu'on leur donne un parcours de réinsertion via la formation. Via la formation. Aujourd'hui, alors que c'est prévu dans les statuts de l'allocataire du RSA, 60% d'entre eux ne bénéficient pas de formation pour pouvoir retrouver de l'emploi et du travail. C'est complètement anormal. Exception dans les Yvelines, puisque nous avons l'agence d'insertion activité. Enfin, je ferme la parenthèse. Non, mais Catherine Arnoux. Voilà. Je fais d'une manière globale, je vous dis ça. Donc j'essaye aussi de rétablir des choses. Toutes ces actions-là, elles vont nourrir, on l'espère effectivement, un pouvoir d'achat un peu retrouvé, une consommation meilleure qui va nous permettre de rembourser la dette. Ce qui est prévu dans le plan, c'est qu'à partir de 2025, 2026, on commence à rembourser la dette.
Mais ce que vous disiez tout à l'heure, et vous avez raison, c'est-à-dire que dans une campagne électorale, c'est vrai que la question de la dette, elle était pratiquement absente. Oui, non, mais c'est pas dans les. C'est Voilà, pas sur à les ce radars. moment-là qu'on peut. Mais j'avais juste peut-être une question à vous poser, si vous permettez. Qu'allez-vous répondre aux syndicats? Parce que les syndicats, quand ils entendent parler de primes, ils disent non, Mais oui, c'est pas juste, c'est pas juste parce que ce ne sera pas pour tout le monde, donc c'est pas équitable. Ça pourrait paraître, c'est pas équitable, et ils vont eux demander des augmentations de salaire. Ils sont déjà sur la logique de dire la prime n'est pas juste, on veut des augmentations. Non mais c'est le discours. C'est d'ailleurs ce que disait Marine Le Pen. Oui, mais je ne vais pas me faire que des copains. cet argument. Dans votre question, je ne vais pas me faire que des copains. Parce qu'il y a ce que disent les syndicats au niveau national, et moi j'entends bien, je suis le premier à dire que je préfère les salaires aux primes ou aux participations à l'intéressement, même si c'est du pouvoir d'achat en plus, je préfère les salaires parce que ça compte pour la retraite, etc. etc. Mais quand vous voyez C'était l'argument de Marine Le Pen. Quand vous voyez, ça c'est au niveau national, ils ont raison, mais quand vous voyez au niveau des négociations de branches, filière par filière ou entreprise par entreprise, les syndicats signent quand même des augmentations de salaire, des fois qui sont ridicules, voire pas d'augmentation de salaire du tout. Donc moi je veux bien qu'ils reprochent au gouvernement, mais ce n'est pas le gouvernement qui augmente les salaires, mais à ce moment-là, qu'ils se battent pied à pied dans les entreprises pour obtenir des augmentations de salaire. Mais justement, on a une faiblesse du syndicat, de l'action syndicale problème, actuellement, voilà. qui est quand même... Donc, ils sont en décalage entre ce qu'ils disent au niveau national et ce qui est fait au niveau des entreprises. Un mot peut-être, Raphaël, sur les deuxièmes mandats. On a quelques exemples historiques. De Gaulle, Mitterrand, Chirac. Ça n'a pas été des grosses réussites, généralement. D'abord, ça dure 2 ans, généralement, et puis après, il y a une crise. De Gaulle, il y a mai 68, qu'il chasse du pouvoir, qu'il ne finit pas son septennat. Mitterrand, il vire Rocard, après ça doit être pire en pire, il y a la cohabitation, et puis Chirac, il y a la défaite au référendum de 2005. C'est compliqué, les deuxièmes mandats. C'est très compliqué. Ça pourrait être formidable parce qu'on se dit il n'y a pas le spectre de la réélection, mais en même temps, tout le monde fait un peu n'importe quoi parce qu'on sait justement que le président n'a plus de pouvoir à la fin. En fait, tout dépend de la configuration politique qui apparaîtra le 19 juin. Je pense. Ouais. Ça, c'est un point important. Si Emmanuel Macron a... Et encore, ce que je veux dire n'est peut-être pas forcément très scientifiquement juste, mais on peut dire que si Emmanuel Macron a une très forte majorité, il risque d'être pris dans ce mouvement qu'il a eu durant le premier quinquennat, qui a été un petit peu, on va dire, un peu paralysé. Mais en ayant une trop forte majorité, ça c'est ma conviction personnelle, en ayant une trop forte majorité, il risque d'être un petit peu englué, un peu noyé, c'est-à-dire ne pas avoir à faire l'effort de négocier. Alors que s'il a une majorité un petit peu plus faible, il sera, comme vous disiez tout à l'heure, mais sur un autre point, il sera peut-être obligé d'aller chercher des appuis, des renforts dans d'autres partis et de négocier, là encore, sur quelques points importants. Et peut-être, je dis bien peut-être, là c'est un vœu, je ne sais pas si je peux dire un vœu, mais peut-être qu'avec cette configuration politique, ça va donner un nouveau souffle. Et peut-être... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus finalement le nouveau souffle démocratique qui pourrait avoir lieu. Sur le pouvoir d'achat, sur l'éducation, la santé, ce sont des thèmes importants, mais ce n'est pas finalement mon domaine de spécialité. Moi, ce qui m'intéresse... Non, puis vous ne pouvez pas mobiliser les gens sur la réforme de la retraite. Non. Par contre, même s'il est nécessaire, voilà, mais c'est vrai. Par contre, Ils ont bien été mobilisés pendant le quinquennat. Oui, contre. Non, mais on peut mobiliser contre. Mais pour, c'est plus compliqué. Mais tout l'enjeu, l'un des enjeux principaux de ce nouveau quinquennat sera justement de trouver les outils pour redonner un souffle démocratique. Et ça, je pense que c'est le plus important. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que si on se souvient de Mitterrand en 88, Mitterrand, qui vient d'être réélu, dit qu'il ne faudrait pas une trop forte majorité socialiste à l'Assemblée. Il a déjà été entendu, parce qu'il a une majorité relative, et Rocard a été obligé d'aller chercher des voix pour avoir sa majorité. Ça, c'est intéressant, il y a plusieurs leviers. Vous avez raison, moi je suis assez d'accord, étant partisan de la proportionnelle, je ne vais pas aller contre vous. Mais il y a ce levier, effectivement, parlementaire, où les gens, s'il y a un vrai débat parlementaire fort, les gens vont se dire, finalement, on est quand même représentés.
Bon, alors que là, pour le coup, c'est vrai que c'était pas normal que Marine Le Pen, par Oui, il y exemple, avait 7 députés. n'ait pas de groupe à l'Assemblée nationale. Alors les gens me disent, bah oui, mais elle a présenté des gars, ils se sont fait battre. Ok, mais enfin, il y a quand même... C'est tout à fait anormal. C'est tout à fait anormal. Bon, ça c'est le premier point. Et là, Deuxième on risque levier- d'avoir plus de députés socialistes que de députés RN, donc peut-être. Non, mais deuxième levier, c'est ce qu'on a Non, mais ça commencé pourrait. à initier avec des règles du jeu qui n'ont pas été totalement bonnes, qu'il va falloir travailler, comme la Convention citoyenne. Ça a été un premier point très important. Toute la première phase d'apprentissage des citoyens a été faite magnifiquement par tous les scientifiques pour qu'ils comprennent un petit peu l'enjeu de ce dérèglement climatique. La deuxième phase, je suis un petit peu plus dubitatif, qu'il m'en excuse, mais quand on regarde l'ensemble des auditions qui ont été faites, 94% des auditions étaient des auditions faites avec des représentants des associations ou des ONG environnementales, et 6% uniquement sur, on va dire, les filières économiques. Or, s'il y a bien des filières qu'il faut engager dans la transition écologique, mais beaucoup plus fort, encore qu'elles ne le sont aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a qui essayent de faire le boulot, c'est bien ces filières-là. Quand vous emmenez la présidente de l'association des 150 à Flins, chez Renault, et qu'elle apprend de la bouche de Jean-Dominique Sénard qu'en 2025, Renault ne fera plus de véhicules à moteur thermique, ça prouve bien qu'ils n'ont pas été interrogés, ces gens-là. Il aurait fallu qu'ils aillent, par exemple, au CERIB, aussi, au centre de recherche là, de l'industrie du béton, au centre d'études et de recherche, pour voir qu'aujourd'hui, on produit du béton qui capture le CO2. Enfin, il y a plein... Les industriels sont arrivés à un moment où, de toute façon, ils n'ont plus le choix. Et Flins, il faut dire, va être Une transformé une refactory, d'économie circulaire. Économie circulaire. Absolument. Économie circulaire. Alors, vous avez commencé à aborder... Pardon. Oui, je vais juste rajouter une chose sur la configuration de l'Assemblée nationale. Mais justement, c'est le troisième pardon. point. Alors, on lance juste un petit jingle comme ça. C'est le troisième tour, justement. Alors, je vous laisse. C'est mieux après un petit comme ça, C'est un vrai. petit peu de musique, Avec ça vous une lance. Avec une assemblée beaucoup plus hétérogène, finalement beaucoup plus représentative. Ce qui est intéressant aussi, notamment pour vous, c'est que le Parlement pourra peut-être mieux assurer son rôle aussi de Bien sûr. contrôle du Parlement. Parce que c'est vrai que Il est plus fort. c'est l'un des problèmes aussi. Le Parlement vote Mais- la loi, mais c'est vrai que la partie contrôle de l'action gouvernementale est souvent passée sous silence. Mais alors, ça c'est un vœu qui est le vôtre, mais après Oui, il y a la réalité de ce qui va se passer les 12 et 19 juin prochains. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans l'histoire de la Ve République, les Français ont toujours voté, ont donné une majorité au président en place, et une majorité forte. On va pas revenir sur la règle des 12,5, mais qui est quand même, qui fait que si on avait, je crois, un peu plus à peu près 60% d'abstention en 2017, donc il faut au moins 25% des voix pour se maintenir au deuxième tour. On va pas revenir sur la règle du financement des partis, qu'il faut que vous touchez, si vous avez plus d'1%, 1,30 € par électeur, ce qui est quand même important pour des partis qui aujourd'hui sont en faillite, et si vous avez 25 élus, ça vous fait à peu près 1 million d'euros. Donc il y a des intérêts qu'il faut que les partis vont se présenter, et que là on a un sondage quand même qui donne une grosse majorité au président de la République. Oui, Alors, c'est un peu tôt. Oui, c'est un peu tôt. Probablement, Je pense mais- que c'est un peu tôt. Mais à la limite, et je vais vous rejoindre, quel que soit le résultat, Oui. je pense sincèrement que les Français vont quand même donner une majorité au président de la Il faut République. le souhaiter. Voilà, pour qu'il puisse gouverner, j'espère. Après, on voit pour vous effectivement... oui, enfin, mon cas personnel, finalement, il n'est pas tellement important au regard de ce que la France va avoir à affronter. Dans la Dans la 9e des neuvième, Yvelines. votez pour moi. Non, mais on voit dans les premiers sondages, c'est peut-être un peu tôt, mais on voit effectivement que là, pour le coup, il y a une vraie représentativité, notamment des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et Oui. peu plus qu'en 2017, et une vraie représentativité pour la première fois du Rassemblement national, avec aux alentours de 70 députés. Voilà. Bon, Ce qui eh serait ben, très bien. normal que 7. Donc, le Parlement va pouvoir fonctionner un petit peu plus normalement qu'il n'a fonctionné. Sur le contrôle, je vous rappelle simplement un outil, et là j'appelle tous les corps préfectoraux à travailler avec les députés là-dessus. Il y a un outil qui a été mis en place par Amélie de Montchalin, qui est un outil intéressant, pour une fois, c'est l'évaluation des politiques publiques département par département. Vous pouvez voir très exactement dans les différents sujets qui vous intéressent, que ce soit l'éducation, que ce soit l'économie, ce qui avance, ce qui n'avance pas. Ce qui serait intéressant de faire, que je n'ai pas encore réussi à faire, mais je ne désespère pas,
de les convaincre, c'est de travailler, au moins les députés, avec les services préfectoraux pour analyser ces résultats-là, voir où il y a un déficit, à quoi est dû le déficit. Est-ce qu'il est dû à un manque de présence des services déconcentrés de l'État qui ne peuvent pas développer les politiques publiques suffisamment, ou est-ce qu'il y a une opposition, ça peut arriver, de certains élus locaux qui ne vont pas assez vite dans le développement. Et une fois qu'on a analysé ça, on peut amener les correctifs. Il faut qu'on travaille beaucoup plus avec les services déconcentrés de l'État sur les territoires pour que les politiques publiques, les gens les voient dans leur quotidien. C'est formidable, les personnes n'ont communiqué dessus. Oui. Moi j'ai essayé, mais bon. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que les gens se réintéressent à cette élection législative et qu'on se réintéresse à nos députés. Qui sont importants et la plupart du temps plutôt intelligents et brillants, et qu'on arrête systématiquement tous les partis politiques de mettre en avant des espèces de consultations citoyennes qui naîtraient tous les jours en disant bah voilà. Est-ce que là on empêche l'autre? Bien sûr que si. À quoi sert de d'élire monsieur si de toute façon on se fout de ce qu'il dit et de ce qu'il vote, parce qu'on dit de toute façon on va réunir 150 personnes qui ne connaissent rien à rien, qui vont donner un avis, et voilà. Ça n'a aucun sens. Soit on arrête la députation et puis on dit on fait des comités de salauds publics. C'est important vous posez, mais il y a quand même peut-être un besoin de régénérer la vie démocratique. On régénère tous les 5 ans et le président de la République peut dissoudre s'il a envie de régénérer au bout de 2 ans. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, les députés sont légitimes, quels qu'ils soient, ils ont été élus. Aucun député en France ne vole son élection. Si jamais il la vole, il est invalidé. Ça arrive de façon très rare. Donc laissons les députés... Je ne sais pas si les 13 millions de Français qui n'ont pas voté dimanche sont d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre, oui, il y a des représentants, il faut une démocratie représentative, mais il y a aussi une démocratie participative à avoir. En prenant l'exemple, il y a des choses qui se font au niveau local qui permettent aux citoyens municipaux notamment de participer. Je pense notamment à certaines mairies qui mettent en place les budgets participatifs. Un petit clin d'œil à Elancourt qui vient de mettre en place son budget participatif. Aujourd'hui, je pense que les citoyens, et ça explique en partie peut-être la montée des extrêmes, mais aussi l'abstention, ça explique aussi en partie la crise des Gilets jaunes. Je pense que les Français, aujourd'hui, s'intéressent à la question politique, veulent faire de la politique, et veulent participer aux décisions publiques. Ils veulent participer à la décision qui les concerne à 20 mètres de chez eux. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'a pas d'intérêt nationalement. Mais il faut donc arrêter. Donc très bien, faisons des trucs dans les municipalités, mais arrêtons de demander l'avis des gens pour savoir s'il faut... On ne va pas demander à tout le monde, est-ce qu'il nous faut un deuxième porte-avions ? J'espère que non. Non, mais sur cette autre question. Donc vous êtes opposé au référendum, par exemple. Donc le référendum, vous êtes opposé. Mais oui, mais le référendum, la Constitution prévoit des cas assez rares de référendum, et tant mieux. Clairement, il y a des situations, des décisions, je pense notamment à des sujets sociétaux importants, où oui, il n'est pas inutile d'interroger les Français pour savoir effectivement ce qu'ils en pensent et ce qu'ils veulent. La grosse erreur en 2005, même si j'étais pour Maastricht, c'est d'être revenu sur ce qu'avaient voté les Français. C'est ça le danger du référendum. Quand Marine Le Pen fait dans son programme s'assied sur le droit, finalement, sur le Conseil constitutionnel, en disant, de toute façon, moi, je vais gouverner à coup de référendum, mais on n'a effectivement plus besoin d'Assemblée nationale et de Sénat. Est-ce que vous pensez que la peine de mort aurait été abolie avec vos conseils dans les villages et dans les trucs, vos consultations citoyennes? Encore une fois, chers amis, maintenant, venez nous dire s'il faut décapiter. Je veux dire, ce serait ridicule. Après, je pense qu'il faut effectivement une petite dose quand même de participation citoyenne, mais il faut bien en établir les règles. Parce que sur ce qu'on a vécu sur la Convention citoyenne, personne n'a expliqué aux conventionnaires, une fois qu'ils avaient fait leurs propositions, qu'à peu près un tiers de leurs propositions ne dépendait pas du gouvernement, mais de l'Europe, qu'un tiers des propositions, je vous le fais à la louche, étaient déjà en cours d'application, puisque votées dans d'autres lois. Personne ne leur a dit ça. Et que le dernier tiers, finalement, c'est ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, avec certaines mesures qui ont été votées qui sont juste de l'ordre du symbole et qui ne feront pas beaucoup baisser les gaz à effet de serre. Vous seriez pour constitutionnaliser peut-être les conventions citoyennes? Non, je ne suis pas pour les constitutionnaliser, je suis pour qu'on donne à chaque convention qu'on fera sur un sujet particulier des règles précises. Très précises et d'ailleurs de mettre sur un Mais domaine pourquoi? Parce que moi, pendant le grand débat, j'ai fait des tests. J'ai fait un RIC sur le RIC, moi, avec des gilets jaunes. Il y avait des gilets jaunes dans une salle. Bon, la salle n'était pas entièrement gilets jaunes. J'ai fait un RIC sur le RIC. Bon, ok, on va voir si ça marche. Le RIC, ça marche. Le référendum d'initiative citoyenne marche que si l'ensemble de la population accepte le résultat. Et notamment ceux qui l'ont demandé. Parce que si le résultat est en leur défaveur, il faut qu'ils l'acceptent. Donc j'ai fait un RIC sur le RIC.
les gens n'en ont pas voulu du RIC. Les Gilets jaunes ont quitté la salle. Voilà. Finalement, c'est comme l'élection. Enfin, je veux dire, une fois que l'élection a été faite, une fois qu'elle est validée par le Conseil constitutionnel, c'est bien qu'une majorité de Français l'a voulu. Donc si vous faites des conventions citoyennes, si vous faites des référendums, pour que finalement, une fois la question posée, ça n'aille pas dans le sens d'un certain nombre qui disent non, on n'est pas d'accord, on trouvera toujours à contester n'importe quelle décision, qu'elle vienne des citoyens ou des politiques. Parce qu'il nous reste malheureusement plus de temps. La recomposition politique qu'on a vue quand même pendant cette élection présidentielle, pensez qu'elle va s'accélérer avec les législatives, c'est-à-dire que est-ce que par exemple des LR vont... On voit déjà, il y a déjà des présidents de région, comme le président des Pays de Loire, comme le président de la région Grand Est. Il va y avoir une véritable dream team avec Jadot, Mélenchon, Hidalgo. Ça va être magnifique. Ah, ça c'est parfait. Ça va être ce que j'ai entendu ce matin, ils ont un peu de mal à se mettre d'accord. Oui, mais... Et puis ils ont intérêt à présenter des candidats encore, tous. Donc, non, je pensais plutôt à la droite, ouais. Moi. Cette droite, elle est fracturée en réalité pas depuis l'avènement d'Emmanuel Macron, ça fait depuis la fin de Sarkozy, en fait, depuis la fin du quinquennat Sarkozy, parce qu'il y a une droite qui est plus identitaire, plus droitière. Alors je dirais pas qu'elle est zémouriste ou lepéniste, mais ils ont des points de convergence quand même assez forts. Et puis il y a une droite qui est très, on va dire, gaulliste sociale, puisque tout le monde... on appelle au général de Gaulle, mais c'est vrai, gaulliste sociale, qui, elle, est effectivement beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron qu'elle ne l'est finalement de la ligne Ciotti. Et ça, à un moment ou à un autre, il faudra bien que les clarifications se fassent. Véronique, si on regarde comme ça la situation actuelle de la France, quels sont vos espoirs et vos craintes? À titre personnel, je m'y risquerai pas, mais ce que je vois, c'est que... Non, en tant qu'analyste. Voilà, en tant qu'analyste. Mais les espoirs et les craintes. Les espoirs, c'est qu'on remette les lecteurs au centre du débat, qu'on remette un peu l'église au milieu du village, comme on dit vulgairement, mais parce que là, je pense que... Mais sincèrement, et qu'on ait des hommes politiques qui mettent l'éthique. J'ai entendu Emmanuel Macron, un mot m'a vraiment choqué, mais dans le bon sens du terme, c'est la bienveillance. Un homme politique bienveillant, ça paraît tellement désuet, mais c'est le sel de la politique, c'est la bienveillance, c'est prouver qu'il a l'intérêt général chevillé au corps, d'arriver à convaincre. Alors je ne dis pas qu'il l'a fait, je n'irai pas, mais qui ait au moins cette intention. Et là, a priori, la tâche est assez aisée d'avoir l'intention de faire le mieux et d'être bienveillant, de rassembler, de reconstruire tout ce que vous voulez. Sauf que ma crainte, pour aller sur la crainte et pour faire très rapide, c'est qu'au-delà d'intention, on n'arrive pas à concrétiser l'intention. C'est-à-dire qu'on est dans le conatif, on est dans les intentions, comme disent les gens du marketing, le conatif, l'intention et la réalisation, l'effectif, les lecteurs tardent souvent à le voir, et c'est là où le politique échoue. Oui. C'est que les lecteurs, on promet, on est engagé, le politique est engagé par ses promesses, mais n'entretient pas l'espoir de ce que tu ne peux laisser espérer. Enfin, je ne sais plus qui disait ça, mais il est facile d'entretenir l'espoir, mais les déconvenues sont d'autant plus grandes que l'espoir a été entretenu trop largement, me semble-t-il. Raphaël, en deux mots. En deux mots, ma crainte, ma seule crainte, c'est la prolifération, l'expansion de ce mouvement qui tend à nier finalement le résultat de la démocratie. Oui. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Et d'ailleurs, cette 60% délégitimation de contestation, oui. Si on regarde... c'est ça qui me fait le plus peur. Si on prend les extrêmes, en tout cas. Jean-Charles, je suis assez d'avis de cet avis, et qu'on arrête aussi peut-être dans les médias de donner la parole à tort et à travers, toute contestation devient presque légitime, on dit c'est merveilleux, regardez comme ils contestent, etc. Non, c'est pas bien de contester sans arrêt. Quand les choses ont été actées, on les accepte, et puis sinon, on va voter 5 ans plus tard. Enfin, je veux dire, faut arrêter cette sorte de gilet jaunisation du monde et de la société qui est absolument terrifiante. Enfin, il y a deux, trois choses. Il y a d'abord la première chose, c'est qu'effectivement le président soit clair sur l'action qu'il veut mener. Et nous, on a un devoir d'explication. Et là, je vous rejoins un peu sur les médias. Quand on va sur les médias, alors je suis content de venir ici, parce que du coup je peux le faire, mais quand on va sur les médias, notamment nationaux ou les chaînes d'infos, on a en général, quand on est dans la majorité, très peu loisir de s'expliquer dans la durée et d'expliquer les choses comme il le faut. Ça a été le cas pour la réforme des retraites. Moi, je regrette qu'on n'ait pas abouti, parce que pour moi, c'est la plus équitable.
1 heure travaillée donne droit à retraite. Moi, la retraite par points, pour moi, c'est la chose la plus équitable. Je ne dis pas que c'est égalitaire, j'aime pas le terme d'égalité, je préfère le terme d'équité. Ça, c'est la première chose. Explication qu'on nous laisse le temps, avec les outils qui ont été mis en place par Amélie de Montchalin, que tous les députés élus, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur sensibilité politique, sur leur circonscription dans leur département, se mettent à travailler avec les services déconcentrés de l'État pour qu'on fasse avancer les politiques publiques comme l'a prévu l'État. Parce qu'après l'État, il faut qu'on contrôle effectivement l'action sur le terrain, qu'on soit beaucoup plus sur le terrain pour expliquer, et qu'on arrête, dans les partis dits radicaux, les extrêmes, de effectivement nier toute légitimité à quiconque est élu. Personne n'a nié la légitimité de Jean-Luc Mélenchon quand il a été élu à Marseille avec plus de 66% d'abstention. D'accord ? Personne n'a nié l'élection de Marine Le Pen quand elle a été élue aussi, elle aussi, avec le même taux d'abstention. Donc, je suis désolé, le gouvernement a été élu, le président a été élu et bien élu. Nous, enfin en tout cas à notre niveau, on va faire ce qu'il faut. En tout cas, vous parliez de bienveillance, moi c'est un petit peu mon credo. Je passe beaucoup de temps à expliquer les choses aux gens, et quand on explique les choses, les gens ne sont pas idiots, ils comprennent. Et ça, il faut qu'on s'y attelle. Voilà, un cap clair, des explications claires, qu'on arrête effectivement de faire le buzz dans les médias et de se préoccuper uniquement de l'audimat, et qu'on ait une action sur le terrain plus importante. Ça signifie qu'on légifère un peu moins. Et Nicolas, on va regarder ce qui va se passer. On va regarder ce qui va se passer dans les Yvelines, effectivement, pour ces élections législatives. On va voter pour moi. Il y a 11 députés macronistes sortant sur 12. Vous espérez le grand chelem ? Alors là, pour être honnête, je n'en sais rien. Je ne sais même pas pour moi, j'espère, mais je n'en sais rien. Je ne me hasarderai à aucun pronostic. Merci beaucoup Véronique Jérôme, merci beaucoup Raphaël Mata-Divigno, Bruno Millienne, Jean-Charles Jaudy et Nicolas Dandry. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.